En France, on est tous les deux en vacances ou dans une chambre ou quelque part et le mec demande. On connaît pas ça du tout. Donc ici, je me souviens que ma première demande en mariage, quand je suis arrivée, je me disais, j'étais hyper stressée, je me disais, oh, je vais rater le moment. Et je me disais, c'est trop drôle, c'est comme dans les films. et en fait, c'est devenu, limite mon quotidien, quoi. Enfin, il y a des demandes en mariage très kitsch, qui sont pas du tout mon goût. Oh, vas-y, balance des exemples. Non, mais rien que les trucs avec les grosses lettres comme Marimi, des fleurs de partout. Excuse-moi, tu sais parler, t'as pas besoin d'avoir des lettres volumineuses qui disent Marimi. If I can make it here, I can make it anywhere, disait Frank Sinatra dans New York, New York. Un adage qui résume plutôt bien l'histoire d'Adélaïde. Photographe dans la ville qui ne dort jamais, Adélaïde a, ne serait-ce que cette année, capturé plus de 100 demandes en mariage, à l'américaine, dans les lieux les plus fous de la ville de New York. Adélaïde se définit elle-même avec humour comme third wheel professionnelle, une sorte de teneuse de chandelle professionnelle donc. Sur Instagram, elle nous régale régulièrement d'un mélange de vidéos très amusantes sur sa vie de célibataire workaholic new-yorkaise et de photos d'amour, d'humains et de la ville qui l'a si longtemps fait rêver. Mais si tout lui sourit aujourd'hui, Adélaïde revient de loin. Elle a grandi en France, en Bretagne, ses études n'ont pas débouché sur le job qu'elle convoitait et devenir photographe n'a jamais fait partie du champ de ses possibles. Pourtant, aujourd'hui, c'est son métier, elle cartonne, elle nous régale de ses clichés tous les jours. Alors, qui est Adélaïde et comment a-t-elle réalisé son rêve de devenir photographe dans la ville de tous les fantasmes, New York ? La suite se passe entre la Bretagne, la Martinique et New York et je laisse Adélaïde vous la raconter. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Bonjour, je m'appelle Adélaïde. Moi, je suis française, je viens de Normandie et je suis photographe à New York. Je vis dans le Queens, à la limite à 2 blocs de Brooklyn et je vis de ma passion. Adélaïde s'installe à New York en avril 2019 après avoir passé 2 ans en Martinique. Avant ça, elle vivait en Bretagne, pas loin de Rennes. Là-bas, elle a fait ses études pour devenir institutrice, mais n'a malheureusement pas eu le concours. Elle devient alors surveillante de collège, ou pionne, un boulot qu'elle adore, si tant est qu'elle ne repasse même pas le concours de prof et reste surveillante pendant 5 ans. Le tout en cultivant sa passion absolue pour la photographie sur son temps libre. Non, je m'étais éclatée, je faisais des clubs journal avec les gosses, enfin plein de trucs. Et du coup, après, c'est un peu parti là-dessus, tu vois, j'avais toujours la photo dans un coin de ma tête. Mais après, arrivé en Martinique, j'ai pris ce qu'il y avait, donc j'ai été vendeuse dans une boutique. Enfin, tu vois, que des choses complètement différentes. Et la photo était toujours un peu à côté. Je me suis lancée vraiment que en Martinique. Donc du coup, tu pars en Martinique et là, t'étais pas partie en fait avec l'idée de devenir photographe non plus. Non. En fait, ça n'a jamais été quelque chose de possible pour moi, être photographe. Parce que voilà, je viens d'un milieu modeste et mes parents, c'est non, tu feras des études, t'auras un vrai métier. Photographe, c'est pas un vrai métier. Donc du coup, c'était même pas imaginable, tu vois. C'était non, c'est pas un vrai métier. Et ce que tu veux dire par vrai métier, c'est quoi ? C'est que c'est un truc avec un salaire fixe qui tombe tous les mois. Ouais, exactement. Un truc safe, quoi. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est vrai que pour pas mal de gens, photographe, c'est artiste, donc c'est, tu vois, c'est un peu exubérant, c'est risqué. Ouais, exactement. Mais alors, si tout va si bien, pourquoi est-ce que Adélaïde a pris la décision de partir en Martinique ? Qu'est-ce qu'elle y fait ? Eh ben, écoute, je profite de la vie parce que quand tu es normande et que tu arrives sur une île où il y a du soleil tous les jours, tu es en vacances toute l'année. Donc non, en fait, moi, j'avais vraiment déjà cette envie de bouger. Et du coup, je voulais vraiment découvrir autre chose. Et j'ai adoré la Martinique. Alors, je m'y serais pas installée parce que c'est une île et que j'ai besoin de plus. C'est assez petit au final. Mais j'ai vraiment tout adoré, en fait. La positivité des gens, comme je dis, le soleil tous les jours, même s'il y a de la pluie tous les jours, le soleil. Et surtout, le fait
Je sais pas, que c'était vraiment une autre vie. T'arrives et ils sont le sourire, le smile, la positivité. Et le fait aussi, je pense, de vivre pour soi. Tu sais, quand t'es loin et que tu peux compter que sur toi, bah du coup, ça change un peu tout. Et je pense que c'est pour ça que je me suis lancée dans la photo. Parce que j'étais loin. Donc du coup, bah je peux le faire, tu vois. Même s'ils me disent quelque chose, ils vont pas venir m'arrêter. Non, mais tu vois un peu l'esprit. Ouais, je comprends. Donc en fait, t'as découvert un peu cette vie loin de ceux que tu connaissais. Une fois, bah du coup, que t'es partie. C'était donc ta première fois où tu partais si loin? Oui, parce que Bretagne-Normandie, j'étais pas partie très loin. Hein. J'étais à 2 heures de route, ça allait quand même. Adélaïde décide donc de se donner une chance. Comment est-ce qu'elle s'y est pris? Honnêtement, à la base, moi j'étais en couple à l'époque et à la base, quand je suis partie, c'était vraiment vivre 1 an, une vie complètement ailleurs. D'accord. L'objectif, c'était de voir autre chose. Exactement. Et l'objectif, peut-être je me mentais à moi-même, mais quand je suis partie, c'était vraiment, on vit quelque chose 1 an ailleurs et on revient et on s'installe et tu sais, comme papa, maman, et on prend la maison et voilà. On prend un chien, la voiture. Complètement. Donc en fait, c'était vraiment de vivre une expérience. Et en fait, j'ai tellement adoré tout, être loin, être dans un univers différent. J'allais dire un pays différent, mais oui, parce que même si ça reste la France, quand même, c'est tout un univers différent. J'ai adoré être la minorité pour une fois. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, donc ma famille le vivait un peu mal que j'étais partie. Et au bout d'1 an, je leur ai dit, en fait, j'ai pas fait le tour, moi, et je crois qu'on va rester 1 an de plus. On a tout quitté, donc on est parti juste, on avait un vieux van Volkswagen. On est juste parti avec le van et on s'est dit, écoute, on trouvera un boulot en arrivant. Donc on est juste parti. Moi j'ai trouvé donc t'as envoyé ton van en Martinique? Ouais, comme ça on a vécu dedans en fait. Ce qui est cool, c'est qu'en Martinique il fait beau, donc c'était chouette. Moi j'ai trouvé, je te dis, vendeuse dans une boutique. Donc du coup j'étais seule dans la boutique. Donc ça c'était, mine de rien, je m'en rends compte maintenant, depuis que j'ai le business, que en fait je me rends compte que ça m'a vachement aidé, tout ce qui est commerce, tout ce qui est tout ça. Et je faisais ça, en même temps j'avais un mi-temps en tant que surveillante dans un collège, et en même temps je me lançais dans la photo et j'avais créé du coup l'entreprise. Donc en fait je n'arrêtais pas, mais comme je te dis, en tant que Normande, même si je bossais comme une tarée, j'étais en vacances, il y avait des palmiers dehors. Donc la belle vie, au soleil, on a compris, ça plaît à Adélaïde. Alors comment est-ce qu'elle s'est finalement retrouvée dans la ville de New York? Je suis repartie en voyage à New York pour Noël et Jour de l'An 2018-2019. Donc avec mon ex, pour ses 30 ans. Et en fait, j'avais réservé un shooting photo avec un photographe francophone en me disant... Je vais lui demander, moi, pendant le shooting, tu vois, s'il a besoin d'une assistante, tout ça. Bon, bah, malheureusement, c'était pas lui. C'était sa stagiaire au shooting. Mais en fait, voilà, on a sympathisé. Moi, j'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'avais réservé le shooting pour voir ton patron. Et s'il cherche quelqu'un... Ah bah non, il cherche personne parce que les stagiaires, c'est gratuit. Donc, il va embaucher faire ça. Donc, voilà, moi, je m'étais dit, bon, bah, tant pis. Je suis rentrée en Martinique. Il m'avait juste ajouté sur Instagram, ça en était resté là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une grosse partie de chance. Mais une grosse partie de chance. Il m'a appelé début mars en disant, écoute, moi j'ai un gros problème. J'ai 2 stagiaires qui devaient venir, ils peuvent plus venir. Moi, c'est ma plus grosse saison, il me faut quelqu'un. Sauf que voilà, moi, ça faisait 6 mois que j'avais créé l'entreprise en Martinique. Donc, j'étais là. En même temps, c'était mon rêve depuis toujours. Donc, en fait, je lui ai dit, écoute, il me faut du temps, il faut que je réfléchisse. Je peux pas prendre cette décision comme ça. J'ai raccroché, j'ai appelé direct toute ma famille en visio. J'aurais dit, je pars à New York. Donc, en fait, voilà, c'est un peu moi, je prends des décisions un peu... Et du coup, voilà, donc c'était juste un stage de 3 mois, pas payé. Et en fait, j'ai énormément appris. Enfin, j'ai encore plus adoré New York. Ça m'a confirmé tout ça. Et avec ce photographe, ça s'est bien passé. On a bien travaillé. Donc, du coup, il m'a proposé de revenir. Et là, de m'embaucher, de travailler vraiment pour lui, pour tous les contrats qu'il avait, comme une sous-traitante un peu, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, en fait, vu que j'avais des mariages de prévus déjà en Martinique sur la saison, je suis rentrée de juillet à septembre en Martinique. Et je suis repartie après en septembre 2019. Et je ne suis plus jamais repartie. Et alors, le copain dans l'histoire avec qui tu étais en Martinique, il est devenu quoi? Le pauvre. Il est toujours en Martinique. Il s'est lancé dans la photo aussi. Donc voilà, je lui envoie des clients. Et je pense qu'il va bien. Je sais pas, parce que c'est compliqué. Je suis partie à New York. Ouais.
Je me suis réalisée moi-même, j'ai arrêté de vivre pour les autres et forcément, ça a été la fin du couple. Donc la vie en Martinique, c'est terminé. Au lieu de rentrer en France, c'est direction New York, et pour de bon. Et en fait, en discutant un peu avec Adélaïde, je découvre qu'elle a toujours rêvé d'y vivre à New York. Vivre à New York, ça a toujours été mon rêve, mais depuis... C'est vrai ? Raconte pourquoi. Mais je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus, je suis la seule chez moi comme ça. On est 5 enfants, mais depuis que je suis petite, j'ai vu le film Home Alone, là. Et depuis ça... Home Alone 2, du coup. Voilà, toutes les séries, genre Friends, puis après Teenager, Gossip Girl, machin. Tout, ça a toujours été genre, mais mon rêve, c'est je serais à New York, quoi. Alors du coup, forcément, en tant que surveillante, moi, j'ai été payée au SMIC en France, donc j'avais économisé pour mon premier voyage en 2017. Et rien que ça, déjà, rien que voyager là-bas, c'était déjà, trop bien. Un accomplissement. Voilà. Et en fait, j'avais un cadre New York dans ma chambre. Je sais pas comment expliquer. Je me voyais là-bas. Tu savais pas exactement ce que tu allais y faire, mais tu savais que tu allais y arriver. Exactement. Comme je te dis, la photo, ça n'a jamais été un métier envisageable. J'ai toujours aimé la photo. Je passais mes dimanches après-midi à regarder les albums photos. J'ai eu mon premier petit réflexe. Tu sais, les vieux, là, quand j'avais 15 ans, je prenais en photo ma mère et Nounou. Donc, en fait, je prenais en photo les enfants qu'elle gardait en mode Anne Guedes et tout, tu vois. Mais ça n'a jamais été possible parce que j'ai grandi dans ce schéma-là. Tu t'es pas photographe, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est vraiment venu quand je suis venue à New York en stage où je me suis dit oulala, et puis en plus ici ils aiment bien les photographes, ce qui est pas la même culture qu'en France. Et c'est vrai que culturellement, aux États-Unis, et peut-être même dans le monde anglo-saxon en général, on a énormément recours aux photographes professionnels. Pour les photos de famille, photos de Noël, d'Halloween, d'automne, d'été, pour les remises de diplômes, pour tout. Ah oui, mais vraiment pour tout, pour tout. Je pense qu'en France, quand je vois ma famille qui est en France ou mes amis, ils ont un photographe pour leur mariage. Certaines pour les séances nouveau-nés, mais c'est encore pas très courant. Mais sinon, pour un mariage, et c'est tout en France. Ici, c'est pour tout. Genre, tu vois, en 2 ans, c'est trop drôle. J'ai revu une famille lundi. Ça fait 4 fois que je les vois. J'en ai une, ils m'ont pris 7 fois. En fait, les gens sont hyper fidèles parce que ils te prennent pour tout. Ils te prennent pour la séance grosse, pour leur demande en mariage déjà. Voilà, de la demande en mariage. Après la séance qu'ils appellent engagement. Après le mariage, ensuite la séance grossesse, le bébé, les 1 an du bébé. Et puis en octobre-novembre, moi c'est hyper buzzy parce que toutes les familles veulent faire des cartes de fin d'année. La fête des mères, allez hop, enfin. En fait, c'est pour tout. Toutes les occasions sont les bonnes. Exactement. Alors que nous, en France, on ferait ça entre nous. On prend des photos entre nous. On n'a pas ce trépied. Voilà. On n'a pas ce réflexe autant de la photo. Ouais. Et je pense que c'est pas forcément que par les réseaux sociaux. C'est à l'époque, ils prenaient aussi beaucoup de photographes, les Américains. Alors, raconte-moi du coup tes premiers mois, tes premières semaines à New York, de je suis venue en vacances à maintenant, je viens pour ce stage ou je reviens pour vraiment y bosser. À cette fin d'année du coup 2019, octobre 2019, quand tu reviens pour de bon. Est-ce que, est-ce qu'il y a un choc des cultures ? Est-ce que c'est tout ce à quoi tu t'attendais ? Comment est-ce que ça se passe ? À quoi est-ce que tu t'attendais et comment est-ce que ça se passe ? Alors, le choc des cultures, c'était plus en avril 2019, quand je suis venue en stage. Parce que clairement, quand je suis revenue en fait en octobre, je revenais chez moi. Ah ouais. Ah non, mais clairement, les 3 mois de stage, ah ouais, non, mais c'est dingue. Je revenais, genre, je me souviens, ma meilleure amie en Martinique, elle me disait, mais tu es sûre de faire ça? Et j'étais là. Mais oui, en fait, c'est ma vie là-bas, je me sens bien, je me sens chez moi, Donc en octobre, j'ai pas eu ça. En avril, je pense que c'est la première fois que je me retrouvais seule dans un pays qui parle pas ma langue. Donc clairement, Tu parlais pas anglais ? Je parlais anglais comme quand on apprend anglais en France. Donc pas ouf. Pas ouf. J'écrivais bien et je lisais bien, mais vraiment... Et puis, c'est pas le même accent. Nous, on apprend l'anglais britannique. Je suis arrivée ici et vraiment, les 2-3 premiers jours, j'avais le cafard. Je pleurais avant d'aller au boulot. Je me disais, je vais pas tenir 3 mois.
Et en fait, parce qu'il y a eu plein de choses, il y avait le rythme de boulot qui était intense, on marchait 15 à 20 kilomètres par jour, on enchaînait, enfin, c'était plein de choses différentes. Et en fait, au début, j'ai eu de la chance, c'est qu'on travaillait pas mal avec des clients touristes français. Donc du coup, j'avais pas cette barrière de la langue, je l'avais que quand j'allais dans les coffee shops, dans les trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit au début, oh, mais je manque trop de vocabulaire et tout, mais laisse tomber, mais je suis un boulet, et je vais arrêter quoi. Enfin, je peux pas vivre ici, je comprendrai jamais les gens. Et puis au final, bah moi je suis très bavarde. Donc, à un moment tu te dis, je vais pas arrêter de parler. Donc du coup, je me suis dit bah écoute, vas-y, tu feras des grosses fautes et puis t'y vas. Et ce qui m'a encore plus aidé, je pense, c'est alors déjà le photographe francophone, on parlait que anglais entre nous. Donc déjà ça m'a aidé. Et ensuite quand j'ai eu mes propres clients en août 2020 et que ça a commencé, bah là j'avais que des clients américains. Donc là en fait bah t'enchaînes. Donc ça la langue ça a été dur au début. Ce qui a été dur aussi, c'est je pense vraiment la distance en fait, le fait d'être seule pour la première fois à ce point-là, tu vois. Et de se dire OK, donc là, s'il arrive un truc, je compte que sur moi. Enfin. Ouais. Tu connaissais du monde un petit peu quand même Ah non, personne. Personne. D'accord. Donc ça, c'était un peu dur. Et au final, ce qui est très curieux, c'est que je suis peut-être la mauvaise... Alors, la bonne expérience expat ou la mauvaise, je sais pas. Mais moi, c'est un peu bisounours. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien mal vécu en Amérique. Ah ouais. Ah ouais, je sais, hein, c'est très bizarre. Comment mais... ça alors? Explique-moi. Bah la nourriture, moi ça me dérange pas. Enfin les gens, je sais pas. Quand je vois mes amis français ici, ils ont tous eu des mauvaises expériences ou des choses qu'ils aiment pas ou des choses où la France leur manque vraiment. Et moi, bah non, ça va. Donc c'est très bizarre. Peut-être je suis trop idéaliste et je sais pas. Je me mets des œillères, je sais pas. Mais j'ai pas eu de... Bah, il n'y a pas de hier, parce que si t'arrives à... Enfin, si ça dure et que J'ai t'es pas eu de heureuse, choc tant de mieux. culture, de trucs. Je me suis sentie chez moi, en fait. Du coup, si mes calculs sont bons, donc tu reviens t'installer pour de bon fin 2019, bah quelques mois plus tard, la ville de New Covid York arrive. ferme. Enfin, je veux dire, Ouais. New York, ça a été en plus assez strict. Ouais. Au début, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu? Enfin, je pense comme tout le monde, je l'ai vécu au départ, on réalise pas vraiment ce qui se passe et on prend pas trop l'importance la gravité de la situation. Quand c'est arrivé, clairement, je me souviens que mon patron était vraiment genre en mode « mais non, mais c'est horrible !» Parce qu'en fait, lui, il travaillait beaucoup avec les touristes français et les Nations Unies. Donc clairement, plus de boulot. Et moi, j'étais toujours un peu bébête, un peu naïve. Mais non, mais ça va aller, ça va passer vite. Depuis le temps que tu voulais du repos. Donc voilà. Et en fait, non, ça dure. Honnêtement, le premier mois, ça a été une expérience de fou. C'est qu'en fait, tu te retrouves en tant que photographe qui bosse 7 jours sur 7 et qui a enfin du temps pour faire des photos pour soi. Donc moi, j'ai pris des tonnes de photos dans New York vide. Et c'est un truc que je revivrai jamais, tu vois, d'être à Times Square à 15h, il n'y a personne. De voir toutes ces rues vides. Donc ça, c'était une belle expérience en tant que street photographeur. Après, clairement, avril passe, mai passe, et là, je me dis, là, c'est plus possible parce que pas d'argent qui rentre, enfin... Et donc, c'était soit je rentrais en France, soit j'essayais par moi-même. Et en fait, on a eu de la chance, c'est qu'avec les beaux jours qui sont arrivés au mois de juin, les gens ont commencé à ressortir. Et en fait, je me suis dit, OK, j'ai lancé ma page photo Instagram en juillet. Et en août, j'ai eu mes premiers clients en août 2020. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Je pense que j'avais vraiment envie de rester à New York et de pas rentrer en France. Et ça a été génial, je le vois a posteriori, parce qu'en fait, je pense que ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses que jamais je n'aurais eu sinon. Enfin, moi, je suis très bonne... T'aurais pas osé te lancer toute seule, tu veux dire? Ah, moi, je suis très bonne en tant qu'employée. J'adore. Je voulais pas être patronne. Moi, j'étais là, mais j'adore. On négocie les tarifs pour moi, on m'envoie mon boulot, je le fais. Pas de responsabilité. Enfin, j'ai jamais été ambitieuse à me dire, je vais... Et donc, je pense que le fait d'avoir quelque chose à se battre pour, tu vois, t'as pas de chômage ici. C'est soit tu rentres en France, ton rêve s'arrête, ou... Donc, je me suis dit, non, je vais me battre, en fait. Je veux pas laisser tomber ça. Et en fait, au départ, je me souviens que j'ai fait des mini-sessions de 30 minutes à que dalle pour essayer d'avoir plein de clients.
Et en fait, ça a cartonné. Et je pense que le fait de me dire, c'est pas grave, je bosse 7 jours sur 7, j'accepte tout ce qui vient, et je fais des tout petits tarifs. Donc oui, c'est décrié par la plupart des photographes, mais je suis désolée, il faut commencer quelque part, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a jamais arrêté. Ça a une part de chance, je pense, parce que je vois tellement de photographes autour de moi qui galèrent, donc je pense qu'il y a quand même une part de chance. Et le fait de jamais avoir voulu me spécialiser. Parce que beaucoup de gens disent, il te faut une niche, il faut que tu trouves ce qui te correspond. Si t'es pas spécialiste, les gens ont cette fausse idée de croire que du coup, t'es un peu mauvaise à tout, tu vois. Voilà. Et du coup, moi, j'ai essayé d'en faire ma force plutôt de me dire, non, moi, j'adore faire une séance bébé comme une séance demande en mariage, comme des events pour les entreprises. Tu vois, je dis oui à tout. Je me suis pas spécialisée. Et mine de rien, ça te donne plus de boulot, quoi. Justement, quand on a échangé avant d'enregistrer cet épisode, j'ai dit « Ah, mais toi, Adélaïde, tu es spécialisée dans les demandes en mariage. » Parce que si on regarde ton Insta, il y a quand même beaucoup de demandes en mariage spectaculaires, d'ailleurs, à New York. Mais tu m'as dit « Ah non, c'est pas ma spécialité. » Non, parce que je ne veux pas me spécialiser, mais oui, mais il est vrai que je fais énormément de demandes en mariage, ce qui est très nouveau pour moi, parce qu'en France, on n'a pas ça du tout. En France, on est tous les deux en vacances ou dans une chambre ou quelque part et le mec demande. On ne connaît pas ça du tout. Donc ici, je me souviens que ma première demande en mariage, quand je suis arrivée, je me disais, j'étais hyper stressée, je me disais, je vais rater le moment. Et je me disais, c'est trop drôle, c'est comme dans les films. et en fait, c'est devenu, limite mon quotidien, quoi. Enfin... Ça doit mettre une sacrée pression, en fait, de réussir à choper le moment. Au début, oui, et je t'avoue, maintenant, non. Parce que je suis un peu 300. plus habituée. Non, j'en ai fait un peu plus que 250, mais là, il y a un boom énorme parce que depuis début janvier, j'en ai fait 107. Ah, waouh. C'est un truc de fou. Mais des fois, j'enchaîne. Mon père était en vacances en avril, et il y a un samedi en avril, j'en ai fait 5 dans la journée. J'ai démarré à 9h du mat', j'ai fini à 22h. Et mon père me suivait partout. Et il me disait... c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, je connais pas un Français qui a fait ça. Et là, t'en as 5 dans la même journée. Ça, c'est vraiment un choc des cultures. Ça, c'est vraiment un exemple que j'ai jamais eu à photographier ça en Martinique. Tu vois. Je pense que j'ai l'impression, ça fait 5 ans que je suis partie de la France métropolitaine, j'ai l'impression que ça vient un peu, mais peut-être juste à Paris ou dans des villes comme ça, tu vois. Non, ici, c'est dans la culture, tu vois. Il y a plein de règles où la bague doit faire 2 à 3 mois de salaire de l'homme. Enfin, tu vois, il y a que des règles comme ça. Mais j'aime vraiment bien, tu vois. Et franchement, je ne dirais pas lesquelles parce que, non, mes clients ne parlent pas français. Mais il y a des demandes en mariage très kitsch qui sont pas du tout mon goût. Oh, vas-y, balance des exemples. Non, mais rien que les trucs avec les grosses lettres comme Marimi, des fleurs de partout. Excuse-moi, tu sais parler, t'as pas besoin d'avoir des lettres lumineuses qui disent Marimi. Mais n'empêche que, à chaque fois, même si j'y vais genre en mode « Oh, j'aime pas celle-ci, elle va être kitsch et tout », et à chaque fois, je tombe dans le truc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même un truc de fou. Tu te dis, alors moi, je suis hyper romantique, mais... je me dis, voilà, c'est quand même un mec qui pose ses couilles sur la table. Non, ça, faudrait que tu coupes. mais c'est quand même un mec qui se dit, je veux... Alors, c'est pas aussi magique, je pense, dans leur tête, hein, parce que des fois, il y a aussi des mariages arrangés que je fais et tout, mais... C'est vrai. Oui, tu sais, je travaille beaucoup aussi avec la culture, la communauté indienne. Mais c'est quand même, je veux passer ma vie avec toi. Ouais. Donc, je trouve ça beau quand même, tu vois, c'est un peu magique. Et après, je suis tellement naïve, tu sais quoi, je tombe tellement dedans comme dans un vieux film romantique que des fois, je suis sûre que la fille est surprise et dans ma tête, je me dis, il est bon, lui, il l'a vraiment surprise. Et après, pendant la séance photo, elle dit, ah non, mais je m'en doutais complètement, de toute façon, il a fait des gaffes. Et je me dis, mais ta réaction de surprise, elle était tellement bonne. Donc ça, bon, j'ai un peu plus de mal avec ce côté des fois un peu... too much. Mais sinon, ouais, moi, les kitsch, j'ai un peu du mal. J'adore celles qui sont eux deux, tu vois, dans un lieu intime, pas forcément au milieu de tout le monde, où tout le monde applaudit. Et les trucs où le mec est vraiment attentionné et connaît vraiment tous les petits détails qui vont faire plaisir à sa nana.
mais qui va pas être dans le show-off de je te donne plein d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu sais, j'ai des clients, ils payent $2 500 pour une arche de fleurs qui va nous rester 30 minutes et c'est tout. Ouais. Donc oui, ok, ils ont de l'argent, pour eux c'est peut-être rien. À New York, la ville de tous les excès. Hein. Exactement, et je me dis, mais c'est tellement ridicule, partez en vacances pour ça. Mais bon, après, voilà, je pense que j'arrive aussi à avoir beaucoup de clients parce que j'arrive à me mettre à leur place et à être empathique. Tu vois, j'ai fait un shooting pour un anniversaire, une nana qui avait 25 ans. Pour son anniversaire, sa famille lui a loué pendant 10 minutes les billboards sur Times Square, les grands écrans. Donc pendant 10 minutes, il y avait 4 photos d'elle avec écrit Happy Birthday and you're amazing, something like that. Et en fait, donc c'était en énorme sur les écrans de Times Square. Et en y allant, je me suis dit, tu vois, un peu buté, genre, ça va être nul. T'imagines, tu loupes ton train? Ouais, c'est clair. Oui, et puis il faut pas qu'ils soient en retard, les clients, parce que c'est 10 minutes, c'est pile poil. Et donc, en fait, je me disais, non, mais je trouve ça nul, j'ai pas envie d'y aller. Moi, c'est pas mes valeurs, tu vois, de quelqu'un qui dépense autant d'argent pour 10 minutes d'écran. Et au final, quand t'arrives et que tu vois son bonheur sur son visage, c'est son délire à elle, bah, en fait, tu rentres dedans, tu te dis, mais moi, je m'en fous, c'est pas mes photos. Donc, je vais lui faire des belles photos pour qu'elle se souvienne de ça. Et en fait, c'est ça, je pense, la clé aussi du job, c'est de se dire, moi, je le ferai pas. Mais eux, c'est ce qu'ils rêvent, c'est leur moment. Donc oui, je vais leur donner des belles photos et je vais tout faire pour que... Tu vois, je suis peut-être la mauvaise photographe là-dessus parce que j'ai plein de potes photographes qui ont leur image artistique, qui refusent des boulots si c'est pas dans leur style, s'ils trouvent ça kitsch, s'ils trouvent ça... Non, moi, En fait, je crois que je suis photographe plus pour les gens, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un moment aussi hyper privilégié pour toi. Comme tu dis, en fait, tu rentres dans un moment hyper intime qui, certes, parfois va être partagé sur les réseaux, sur ce que tu veux, mais dans un moment hyper personnel, en fait, de leur vie. Ah bah, c'est clair. Je crois que c'est une de mes phrases, d'ailleurs, sur mon Instagram. J'avais mis professional third wheel, tu sais. En gros, la fille qui tient la chandelle en mode professionnel. Mais parce que c'est vraiment ça. Ça, faut pas avoir honte d'être un peu Joe Lincrus, parce qu'en fait, tu vis les moments d'intimité avec les gens. Alors, les demandes en mariage et les mariages, oui. Oui, c'est vrai que les mariages, en plus, la mariée, tu la suis partout. Enfin, moi, j'ai suivi des mariés aux toilettes à leur tenir la robe, enfin, des trucs. Donc, c'est vrai que tu vois tout. Après, je pense que moi, le plus intime que je fais, c'est les séances bébés. Parce que les séances bébés, tu vois, t'as vraiment une relation avec la mère où t'es assise sur le lit avec elle, tu discutes le temps qu'elle donne la tétée, elle te raconte son accouchement. Il y en a pas mal que j'ai qui sont en postpartum, donc elles sont, tu vois, en souffrance. Et voilà, t'es avec le bébé, tu le manipules, t'es chez eux, t'es dans leur chambre, t'es avec eux, faut vraiment, pas avoir peur de... Moi, honnêtement, ça me dérange pas, parce que moi, j'ai fait plein de colloques, j'ai vécu chez plein de gens. Moi, je suis bonne en Joe Lincrus, t'inquiète pas. Donc, du coup, j'ai cette capacité à les mettre à l'aise et tout. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut pour avoir des belles photos. C'est qu'ils pensent que t'es comme un vieil ami ou quelqu'un de la famille, tu vois. Parce que si tu mets cette gêne et cette barrière, cette touche trop professionnelle de non mais là faut faire ça, je pense que ça casse un truc et qui sont pas naturels sur les photos, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de vivre cette intimité avec les gens, parce que quand t'es que tous les trois à une demande en mariage, qu'elle pleure, que machin, t'es vraiment dedans, quoi. Et je pense que c'est pour ça, je vais le dire si quelqu'un m'entend, non, je paye mes factures avec ça, mais si un jour je me fais demander en mariage, je détesterais qu'il y ait un photographe. C'est vrai? Et pourtant, oui. C'est dingue, hein, je le sais, c'est mon métier, il faudrait pas que je dise ça. Mais je détesterais. Parce que je trouve que pour moi, c'est un moment trop intime et je le sais déjà que je vais chialer et je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui... Tu vois, même si j'essaie d'être gentille, je suis quand même quelqu'un qui débarque, la nana, elle pleure et je suis là, « Hi, congratulations !» Et en fait, la fille, tu l'arrêtes. Parce que t'es là, donc direct, elle va essuyer ses larmes et elle va se préparer pour les photos après. Et ça casse le moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux pas ça. Je veux pas quelqu'un qui fait... Déjà, je suis immonde quand je pleure. Tu me prends pas en photo quand je pleure. Non, et puis je trouve que c'est vraiment un moment à vivre à deux. Ouais.
Mais donc, ouais, c'est dingue. Ouais. Parce que je pense que, tu vois, je suis pas en couple, mais ça doit faire stresser un mec un jour, tu vois, si j'en ai un, c'est genre, oh merde, il fait tellement de demandes en mariage Tu lui tous les enverras jours. l'épisode. Moi, j'ai la pression. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas. De manière très subtile. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai envie de te poser une question aussi. Je te suis sur, je sais plus quel compte Instagram, je sais que tu en as plusieurs. Et en fait, il y a quelques jours, je crois, c'est tout récent, tu parlais d'une dépression que tu as vécue. Et justement, tu voulais mettre l'emphase, en fait, sur la santé mentale, sur le fait qu'il faut en parler, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'essaie vraiment, déjà, sur le point des réseaux sociaux, d'être authentique et de tout montrer. Parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière où j'étais en France et par exemple, je rêvais, tu vois, de venir à New York, de faire des choses. Et en fait, tu idéalises toujours la vie des gens. Tu as l'impression que c'est facile. Donc, oui, moi, ça a été un peu facile, mais je montre les sacrifices et le boulot derrière, tu vois. Et pareil pour, oui, je suis heureuse, oui, tous les jours, je me marre, je m'éclate, j'ai une belle vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, j'en ai un peu marre, tu vois, de cet Instagram où les gens regardent et les gens sont pas bien et voient toutes ces photos magnifiques et se disent ma vie est pourrie, tu vois. Et donc ça, c'est pour ça que j'essaie vraiment de montrer tout. Évidemment, tu montres pas tout, mais là, clairement, le réel dont tu parles sur Instagram, que j'ai fait, je me suis vraiment dépassée parce que c'est vrai que en fait, je parlais avec une copine l'autre jour et je lui disais non mais attends, moi mon Instagram, tu vois, il est vachement authentique, je montre tout. Enfin des fois, je suis en pyjama, pas maquillée, enfin je montre tout. Et elle me dit oui, non mais c'est clair, mais après ça n'ira jamais à l'extrême. Regarde, personne ne montre les moments difficiles quand tu pleures toute seule chez toi et que machin. Et du coup, je lui dis bah tu sais quoi, un jour je le montrerai. Non mais un jour je le montrerai parce que c'est vrai, on n'ose pas montrer le côté noir, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'ai écrit dans le texte, c'est si ça aide une personne. Et je le sais que ça a aidé plus parce que... Après, c'est compliqué parce que tu veux aider les gens, mais tu reçois tellement de messages. Et tu vois, c'est dur parce que moi, je suis un peu une éponge et je suis pas une psy non plus. Donc, t'essayes d'aider les gens. Mais enfin, il y a une, tu il y peux a une pas, balance à... Ouais, il y a un équilibre à trouver qui est compliqué. Mais je sais que ça a aidé plein de gens. Et en fait, de poster cette photo, je me suis dit... Ouais, il faut que les gens voient que, tu vois, même quand tu réalises ton rêve, tu peux avoir ça. Et ce qui s'est passé, c'est pendant le Covid, quand moi j'ai démarré l'entreprise, en fait, je me suis retrouvée aussi dans un pays où je connaissais plus personne. J'ai eu une histoire amoureuse très très compliquée qui m'a mis un peu au fond du trou, avec un pervers narcissique, enfin une horreur. Et donc, ouais. Et du coup, clairement, t'as pas ta famille, tu peux pas leur en parler parce que c'est le Covid, ils peuvent pas venir te voir, donc à quoi bon les inquiéter? Et puis clairement, enfin voilà, tous ceux qui ont déjà eu un pervers narcissique savent très bien que tu as des moments de lucidité où tu te dis je vais me barrer, et t'en as d'autres où il est parfait et tu restes. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment détruit. Et surtout que moi, ça a été en fait très long à accepter que j'étais en dépression parce que j'ai toujours été quelqu'un un peu de fun, de la vie est belle, on voit le bon côté des choses, optimiste, un peu trop optimiste. Et donc là, j'étais là, non, c'est pas possible. Enfin, moi, je suis pas en dépression, c'est pas moi. Et aussi, tu as ce syndrome de se dire, j'ai pas le droit d'être en dépression parce que mes problèmes sont moins importants que les autres. Tu vois ce que je veux dire? De se dire, voilà, moi, j'ai mes 2 parents, ils sont en vie, je fais un boulot que j'aime, je vis dans la ville que j'aime, je suis en bonne santé, j'ai pas le droit d'être déprimée. Et ça, tu rentres dans un cercle un peu vicieux. Et oui, jusqu'à toucher le fond, jusque clairement, ouais, il y a eu un Thanksgiving où j'y suis allée. Je m'étais fait quelques amis, donc des amis français qui sont toujours mes très bons amis aujourd'hui d'ailleurs. Et je suis allée au Thanksgiving et j'ai tellement faké toute la journée. J'ai eu un sourire toute la journée. J'ai fait des blagues lourdes, comme si tout allait bien. Alors que j'étais morte de l'intérieur. Et les gens, de toute façon, qui ont vécu une dépression le savent. Juste de te lever de ton lit, de prendre une douche, c'est déjà trop demandé. Et en rentrant, clairement, je me suis dit, voilà, ma vie, ça va être ça, de faire semblant. Donc voilà. Après, je suis partie dans des idées noires, de donner tout l'argent à mes parents. Enfin, bref. Et après, là, je me suis vue. Et j'ai une copine qui était là à l'époque, qui est venue, qui m'a foutu sous la douche et qui m'a dit, mais là, non, tu te relèves, faut que tu arrêtes. Et donc, j'ai contacté un psy. Et après, voilà, de longs mois de thérapie, ça m'a aidée. Et j'ai mis longtemps à en parler. Mais maintenant, j'en parle parce que, en fait, surtout depuis le Covid,
si tu en parles autour de toi, c'est dingue le nombre de gens au niveau de, comme tu dis, de la santé mentale et tout, où ça va pas du tout, quoi. Et je pense que moi, à l'époque, ce sont des bouquins qui m'ont vachement aidé à avoir un peu d'espoir. Mais je me dis, voilà, de me dire que je m'en suis sortie, si ça peut aider, voilà. Si ça peut aider qu'une personne, je continuerai de le faire, tu vois. Parce que je pense aussi qu'il y a aussi une autre partie des gens qui, c'est dur à vivre avec eux quand t'es en dépression parce qu'ils n'ont jamais vécu ça ou qui sont pas empathiques et qui sont, tu sais, ils ont la réponse à tout. Mais non, mais enfin, mais quitte-le et c'est bon, et c'est un con et puis voilà, et puis ça ira mieux demain. Et qui comprennent pas tous les tourments d'une dépression et tout ce que ça peut impliquer. Et les ramifications d'une relation avec un pervers narcissique aussi. Exactement. Ouais. Donc du coup, rien que pour ça, je me dis, ouais, je continuerai d'en parler pour aider les gens. Après, comme je te dis, les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que moi, j'essaye de répondre à tout le monde, mais quand t'as plein de messages et ils t'envoient leurs histoires, tu vois, c'est dur à recevoir. Donc, faut trouver le bon équilibre, quoi. Du coup, là aujourd'hui, on se parle, on est en août 2022, donc ça fait 2 ans que tu as lancé ta boîte. Tu tires quoi comme bilan en fait du coup? Donc ça fait presque 3 ans que tu es aux États-Unis. C'est quoi le bilan? Si tu regardes un petit peu en arrière, qu'est-ce que tu tires? Je sais pas si c'est des leçons, des fiertés aussi de ce que tu as réussi à faire, à construire. Franchement, honnêtement, il y a cette fierté que d'avoir réalisé son rêve que j'ai encore du mal à accepter. Dans le sens où en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si des fois, tu sais, d'avoir un boulot, c'est ta passion. Et en plus, tu le fais dans la ville que tu as toujours rêvé. En fait, j'ai l'impression que c'est con ce que je vais dire. En plus, je crois pas en Dieu. Alors, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais c'est comme si j'ai l'impression que la vie, tu vois, elle s'est pas rendue compte. Elle t'a donné trop de bonnes choses, tu vois. Et qu'un jour, elle va se rendre compte que, oulala, mais elle a trop de bonheur là-bas. Elle a réalisé son rêve. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est con, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, hors cadre de mon boulot, dans une soirée, dans un machin, et qu'on me dit « Et toi, tu fais quoi ?» Et que je dis « Je suis photographe. » Mais de dire ces mots, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis un imposteur, que c'est pas vrai, que les gens vont aller fouiller et voir que c'est pas vrai, alors que si, en fait, je suis photographe. Mais tellement que c'est trop beau pour être vrai. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'espère que ça va durer longtemps, cette sensation. Et tu vois, j'en parlais l'autre jour avec mes frères et sœurs, en leur disant si un jour ça s'arrête, je serai triste et ça va être terrible pendant un moment, mais je l'aurais vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est ce que je retiens des 2 ans, c'est de me dire je l'aurais vécu. Enfin, moi, en plus, je viens d'un milieu modeste, j'ai grandi où il faut travailler, il faut machin, et moi, j'ai fait tellement de petits boulots en France. Enfin, je veux dire, j'étais surveillante, et vu que je voulais me payer le voyage à New York, le soir, je faisais les ménages chez les profs, je gardais leurs enfants, je faisais du repassage que je ramenais chez moi. Et du coup, le sens du boulot, de merde, où t'en chies, eh ben, je l'ai vécu pendant des années et j'ai bossé les étés, j'ai bossé. Et donc, en fait, rien que pour moi, ça, c'est le plus grand luxe. Je me sens, il y a des gens, ils disent, je veux être riche, je veux être riche. Non, mais moi, je trouve déjà que je suis millionnaire, hein, moi. Parce qu'en fait, juste d'aller bosser, même si c'est fatigant, mais faire un truc qui t'anime, qui te passionne, mais c'est une chance unique. Et des fois, tu vois, je m'en rends compte, je me dis, mais alors, il faut que j'arrête de calculer comme ça, je sais bien, mais tu sais, quand tu réserves, quand t'as un shooting de bouquet et que tu te dis, oh mon Dieu, mais ça, c'est tant d'heures de ménage que je faisais en France. Ouais. Tu sais, il faut que j'arrête de me dire ça. Mais en fait... en même temps, ça te donne la valeur des choses. Exactement. Et je me dis, mais ouais, jamais je pourrais me plaindre. Alors après, comme je te dis, tout est question d'équilibre. Il faut pas tomber trop dans l'inverse. Parce que là, tu vois, je pars en septembre. Ça va être les premières vacances depuis que je suis arrivée en Amérique. Et je pense qu'il y a, en fait, un cap qui est difficile. C'est que quand tu vis de ta passion, ça ressemble pas à du travail. Donc, tu t'écoutes pas. Donc, ça veut dire que même quand t'es fatigué, même que tu continues. T'oses pas dire non à un shooting parce que tu te dis, mais non, c'est pas vraiment du travail. Et en fait, il y a eu des moments, surtout en début d'année, où je rentrais chez moi, j'étais sous la douche et je pleurais. Mais pas de tristesse. Je pleurais parce que genre, j'en peux plus, quoi. Et j'allais m'allonger sur le canapé. Pendant 20 minutes, je faisais rien parce que, mais lessivé, tu vois.
Et ça, c'est le truc que j'apprends encore à faire. C'est très américain, des journées ça, off. Ouais. Ce qu'ils appellent le workaholism. Ouais. Ça, c'est vrai. Et c'est encore plus compliqué quand tu as eu des petits boulots comme ça avant et que d'un jour, tu vis de la photo, bah, t'arrêtes pas, en fait. Sauf que c'est fou parce que, tu vois, comme je te dis, 5 demandes en maquillage en une journée. Des fois, voilà, je vais finir à minuit un boulot. Hop, je reprends à 8 heures le lendemain et j'enchaîne. Et tu vois, mais rien que pour avoir une vie personnelle, dans le sens où ça va. Donc, j'ai des amis qui sont des vrais amis qui comprennent, donc ils me voient quand je peux. Mais pour rencontrer quelqu'un, par exemple, bah, genre l'été, là, en ce moment, je bosse tôt le matin, parce qu'il fait tellement chaud tôt le matin. Tard le soir, je finis tard. Je rentre chez moi, il est 9h30, 10h30 du soir. Qu'est-ce que je fais en plus? Parce que je suis un peu dingue. Je copie les photos des clients et je leur envoie toujours un petit aperçu de 10-15 photos retouchées le soir même. Une fois que tu as fini ça, il est 11h30, minuit. Qu'est-ce que tu vas appeler un mec et dire on va boire un verre? Donc du coup, c'est ça aussi. Je me dis, ouais, c'est beau de vivre dans le bonheur des gens, mais il y a un moment donné, il faut que je m'autorise de prendre des journées de repos et des journées off, tu vois. Et là, depuis 2 mois, j'y arrive. J'ai pris un samedi par-ci, par-là. J'étais là, waouh. Donc, c'est nouveau, mais c'est normal. Il faut du temps aussi pour... Puis surtout, dans une ville comme New York, t'as l'impression que si tu prends un jour de repos, tu vas vite être remplacé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas perdre tes clients, tu vas perdre... Et en fait, non. Parce que si t'as réussi à te créer un réseau, les clients, ils te rappellent toujours, en fait. Donc... Mais bon, c'est des anxiétés. Ce sera mieux au fur et à mesure du temps. Ça s'apprend. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je crois que tu as un projet sur lequel tu travailles pour l'automne. Mais sinon, tu peux me souhaiter de trouver un mari. qui n'embauchera pas de photographe pour la demande. Oui, alors en fait c'est ça. Je veux prendre aussi plus de temps off pour avoir du temps pour des projets plus perso. Et là j'ai un projet qui me tient à cœur depuis des années et aussi avec mes sœurs par rapport à nos histoires, par rapport à plein de choses sur les violences faites aux femmes ou les traumas que vivent les femmes. Et ça m'a toujours touchée. Je sais que l'année dernière j'avais fait une journée pour Octobre Rose où on avait travaillé avec des make-up artistes, avec Rachel Martineau, qui est une influenceuse, avec plein de gens. On avait fait des mini-sessions photos où les sous, on avait réservé. On avait tout redonné à l'association Reversé, c'est ça, contre le cancer du sein. Mais ça avait été un peu fait un peu à l'arrache, en dernière minute, parce que je bossais tout le temps. Et en fait, je m'étais dit, ça fait longtemps que je me dis, en fait, mais... Tu vois, sur la résilience des femmes, sur ce qui leur arrive, mais sur plein de choses, tu vois, moi, j'ai aussi bien des amis qui ont vécu le processus de FIV, et qui, ça, c'est hyper compliqué, d'avoir des bleus au ventre, les hormones, les espoirs. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est un trauma, tu vois. Il y en a d'autres, moi, mon histoire, voilà, c'est plus les pervers narcissiques, tout ça. Il y en a, en fait, chacun a des blessures, chacun a des failles, donc je commence à rencontrer plein de gens qui ont des histoires à raconter. Et donc, le but, c'est... j'ai créé un compte Instagram, mais personne ne le sait, et je ne suis pas encore sûre du nom. Donc, nous ne le dirons pas encore. Mais voilà, c'est d'avoir, en gros, donc, une page Instagram où, à chaque fois, on raconte l'histoire d'une personne qui est prête à parler de ça et qui raconte, son histoire, comment elle s'en est sortie. Et en fait, moi, là, je propose des shootings gratuits pour ces femmes-là, où je fais plus des séances intimistes, des portraits en noir et blanc, et en essayant de faire ressortir, tu vois, leur force, leur vulnérabilité. Donc le but, voilà, c'est une page Instagram qui redonnera de l'espoir à toutes les femmes qui vivent ça, de faire parler les femmes, tu vois. Et donc le but, mais tu vois, enfin on est août, donc ce sera plus octobre l'année prochaine maintenant, c'était de faire une expo de ces photos et de reverser à une association qui aide les femmes. Donc j'en connais une à New York, je suis en lien avec une asso. Et voilà. En fait, je pense que j'ai plus envie de faire... Tu vois, j'ai toujours fait des petits trucs, mais pour des assos, par-ci, par-là. Et je me dis, j'ai jamais utilisé par contre la photo pour aider. Tu vois, je vais aller aider de les collectes alimentaires, les machins, les trucs. Mais tu vois, j'ai jamais utilisé les compétences de photo.
Et quand j'ai commencé à parler de la dépression l'année dernière sur Instagram et que j'ai vu tous ces gens et les gens qui te disent toujours mais nous, ça nous donne de l'espoir, je me suis dit, mais il y a tellement de nanas qui ont des histoires à raconter et il leur est arrivé des choses et j'ai envie de mettre en lumière ça. Et aussi, tu vois, c'est con, mais pour moi, sur mon Instagram perso, je me montre beaucoup plus en photo qu'avant. Parce que pour moi, ça a été aussi une étape dans la guérison. C'est réapprendre à s'aimer. Ça passe par quoi ? Réapprendre à aimer son corps, son image. Et tu vois, faire plus de photos et plus se montrer sur les réseaux. Et le shooting, c'est aussi une partie de ça, tu vois. C'est de leur faire passer un bon moment à ces nanas-là et de les faire leur offrir des beaux clichés où elles se trouvent belles, tu vois. Et donc, je pense, voilà, c'est même pas thérapeutique. Je peux pas dire ça parce que voilà, je suis ni psy, ni machin, ni rien, je suis photographe. Mais juste leur donner une place où parler, où raconter leur histoire et célébrer un peu ça, tu vois, parce que je pense qu'on est toutes pareilles. On n'ose pas se célébrer, on n'ose pas se dire qu'est-ce qu'on a... Tu vois, j'allais dire archivé, mais non, je sais plus comment on dit en français. Oh, je déteste les gens qui font ça. Je sais plus comment on dit en français. Tu vois le côté où, en fait, on n'ose pas, on a vécu des choses, et en fait, c'est comme si c'était normal quand on s'en est sorti, tu vois, on passe à autre chose. Et en fait, non, parce que c'est une force énorme, tu vois, d'avoir fait ça. En fait, c'est un peu le Humans of New York de la résilience des femmes. Ouais, un peu. Un peu ça, non ? C'est ça. Non, mais oui, j'aimerais bien, quoi. C'est trop bien. Ouais, donc c'est un beau projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, et j'espère que, voilà, que ça plaira à beaucoup de femmes et que ça encouragera des femmes à en parler. Et c'est con, mais par exemple, tu vois, à la fête des mères, là, j'avais fait une promo. Écoutez, je suis à Central Park aujourd'hui. Toutes les mamans qui veulent venir, séance photo gratuite avec vos enfants. Faire plus des événements comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis, nous, quand on était petits, déjà, on vivait en France, donc tu fais pas appel à des photographes comme ça. Mais tu vois, enfin, mes parents, ils avaient pas les moyens, donc on n'a jamais eu de séance photo avec un photographe et tout. Et c'est des souvenirs énormes pourtant, tu vois, d'avoir des belles photos. Et je me dis, tu vois, essayer pour garder cet amour du métier, de plus rester sur pourquoi j'aime ce métier, parce que quand j'étais petite, j'adorais regarder les albums photos. Et je pense qu'à New York, sinon tu peux vite oublier si tu fais pas des choses comme ça. Parce qu'à New York, voilà, les gens ont de l'argent, ils te payent des sommes astronomiques pour un shooting photo et tu peux en oublier. Tu peux rentrer dans le profit et oublier, tu vois, cette passion du truc, quoi. Et j'ai pas envie de ça. Donc, ouais, je sens que c'est important pour toi. Après, ça va, j'ai plein d'amis, j'ai de la famille autour qui me remettra toujours les pieds sur terre si jamais. Tu vois. Donc c'est bon. Mais quand même, tu vois, faire plus des choses qui ont du sens, quoi. Est-ce que y a un petit conseil que tu te chuchoterais à l'oreille à la Adélaïde, je sais pas, de 2018-2019 ? Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais différemment ou à l'inverse, un truc qu'on t'a dit, qui t'a aidé et qui pourrait peut-être aider quelqu'un d'autre ? Non, alors en fait, moi, j'ai pas trop de regrets, donc j'aurais pas envie de faire les choses différemment. Ouais. Si on change du métier, oui, ne parle jamais à ce mec qui t'a détruit. Non, mais sinon, je pense que vraiment, la clé, c'est le travail. Et que, tu vois, c'est con, mais j'envoie du boulot à certains photographes, des potes à moi, et tu leur envoies 3 shootings en une semaine, et ça commence à faire un peu beaucoup. Et t'es là, ah ouais, non, mais en fait, si tu veux en vivre, il y a un moment donné où il faut cravacher. Et ça, c'est une étape que tu peux pas passer à côté. Il y a un moment donné où il faut en chier et il faut travailler, il faut y aller, quoi. Donc ça, je pense que c'est le travail, c'est, voilà, se battre pour ses rêves, c'est le travail, quoi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Adélaïde pour ce chouette moment passé avec nous et pour la transparence et la générosité de son partage. Bien entendu, je vous remercie aussi vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez poursuivre la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, sur les pages de French Morning et de French Expat, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, bref, venez nous retrouver. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait en exclusivité sur l'histoire de la semaine prochaine.
quand j'avais peut-être 15-16 ans, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une différence entre ce que j'étais capable de dire et ce que les Japonais de mon âge étaient capables de dire, de comprendre, et aussi de lire et d'écrire. Et je voyais vraiment que je savais beaucoup moins bien parler que quelqu'un qui vivait au Japon, par exemple. Je voyais que je cherchais mes mots souvent, où je demandais ça veut dire quoi. Et du coup, j'en suis même arrivé à me demander, mais est-ce que je peux dire que je suis japonais parce que je sais même pas parler correctement. Être bilingue, ça veut pas dire parler parfaitement nos deux langues. Mais à l'époque, je ne le savais pas. C'est encore un mythe qui circule beaucoup que un enfant qui est bilingue doit parler parfaitement les deux langues. Je me sens pas complètement de quelque part et je suis content d'être un peu de tout ce qui fait qui je suis maintenant. Donc français, japonais parce que j'ai grandi comme ça et anglais parce que maintenant j'y vis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une merveilleuse semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. D'accord. Ouais, je comprends. Donc en fait, tu as découvert un peu cette vie loin de ceux que tu connaissais, CEX. C'est pas grave, on parle tellement anglais, c'est pour ça. Donc tu as découvert la vie loin de celles et ceux que tu connaissais